Bonsoir ou bonjour, c'est Selon. Bienvenue dans la 21e émission des visages de la recherche. Ces hommes et ces femmes passionnés qui osent questionner sans relâche pour notre futur. Lubjo Grodanowski, j'y étais lentement, bonjour ou bonsoir. Vous êtes chercheur qualifié en droit au FNRS, Université de Liège, spécialisé de la preuve et de l'intelligence artificielle. Alors d'abord, une question tout à fait personnelle. Votre rêve d'enfant, c'était quoi? Joueur de foot, écrivain ou chercheur? Chercheur. Déjà. Et vous cherchiez quoi, enfant? Chercheur, j'ai été intéressé par les sciences naturelles à la base. Ah, donc, à la base. La biologie, la biochimie, mais je n'ai jamais pu imaginer que ça allait être l'intelligence artificielle. Alors, l'ADN de votre recherche, c'est la discrimination due aux algorithmes, notamment dans le recrutement, et donc l'intelligence artificielle. Concrètement, cela veut dire quoi? Alors, bon, pour simplifier, pour vulgariser les systèmes intelligents, l'intelligence artificielle, c'est une classe de nouvelles technologies qui est très complexe et très variée. Mais essentiellement, ce sont des systèmes qui utilisent des algorithmes pour prendre des décisions ou faire des prédictions avec peu ou sans intervention humaine. Donc c'est très sophistiqué. C'est très sophistiqué. Et c'est compliqué de trouver le raisonnement de l'intelligence artificielle. Même les programmateurs n'y arrivent pas. Oui, tout à fait. L'exemple auquel vous avez fait allusion, c'était un exemple d'Amazon qui, il y a quelques années, avait utilisé un algorithme de recrutement qui, une fois utilisé, il s'est avéré qu'il était biaisé contre les femmes, donc il discriminait les femmes. Et on s'est posé la question, mais comment ça se fait que l'algorithme avait appris à discriminer les femmes. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'il y avait toute une recherche qui s'est développée sur le sujet du biais, en fait. Et sur, déjà, comment les biais apparaissent et puis comment il faut les réguler. Parce que finalement, la victime, entre guillemets, elle a droit à des explications, mais qui va lui donner? La machine ou un responsable? Et qui? Oui, alors effectivement, il y a la question du droit à l'explication et puis il y a la question de l'accès à l'explication. Et c'est ça qui est au cœur de ma recherche, c'est-à-dire quand les algorithmes sont opaques, c'est-à-dire qu'on ne sait pas comment ils prennent des décisions ou comment ils développent des biais. Même les programmeurs, vous l'avez dit, c'est difficile pour eux même d'expliquer la survenance de ces erreurs. Ça obstrue l'accès à des informations pertinentes pour les justiciables qui sont victimes justement à ces discriminations. Alors parfois on fait appel à des experts, mais ces experts, il leur faut peut-être 10 ans pour trouver une réponse. Ça c'est complètement science-fiction, non? Oui, oui, tout à fait. Alors là, effectivement, on a une jurisprudence américaine où il y avait un accusé qui a été accusé grâce à une intelligence artificielle. Et puis, dans le procès, la question qui a été soulevée, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut savoir si ce système avait commis une erreur. Et pour ouvrir la boîte noire, on a constaté qu'il fallait 8 ans et demi. Et donc, c'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment un problème au niveau de l'accès aux informations pertinentes pour, in fine, désigner le responsable qui sera chargé de compenser, de réparer le dommage subi. Mais vous, de votre bureau, comment est-ce que vous parvenez à faire votre recherche et vous espérez quoi de votre recherche? Fondamentalement, ce que j'essaie de proposer, c'est des critères de ce que j'appelle la transparence informationnelle. C'est-à-dire d'identifier les types d'informations auxquels les justiciables devraient avoir accès pour pouvoir rester en justice. Parce que la chose ou le risque qu'il faut impérativement éviter, qu'il se réalise, c'est qu'en fait, on diminue, on baisse le niveau de protection juridictionnelle lorsqu'on a affaire à des systèmes intelligents. Typiquement, enfin, si je peux me permettre une analogie, imaginez, vous avez une voiture, la voiture ne marche pas. C'est un type de dommage peut-être auquel on est habitué. La causalité peut être expliquée plus facilement dans le cadre d'un objet, comme d'un produit, comme une voiture.
quand vous avez affaire à des dommages, discriminations, dommages corporels, etc., dont la cause réside dans un système intelligent, qu'on ne sait pas trop comment il a fonctionné, bah là, il y a un problème d'opacité qu'on doit surmonter. Et donc, ça, c'est votre recherche. Ça, Essayez de percer l'opacité pour avoir une explication. Pour avoir une explication et, in fine, encore une fois, pour assurer que le justiciable puisse espérer à être protégé, en fait. Imaginons le trading, les actions en bourse, ou le refus d'un prêt bancaire par l'intelligence artificielle. Oui. Qu'est-ce dans ce cas-là, effectivement, il y a pas mal de questions qui ont été soulevées par les chercheurs et aussi par les régulateurs, notamment européens, c'est-à-dire qui doit donner l'explication dans ce cas-là. Dans la législation européenne, il y a, dans la nouvelle directive dite de responsabilité du fait des produits défectueux, c'est surtout le producteur, ou le manufacturer, donc c'est lui qui crée le système qui doit répondre. A priori donner. Alors, imaginez des tribunaux avec des magistrats qui délèguent à l'intelligence artificielle pour aller plus vite. Ça, c'est pas mal pour revoir toutes les jurisprudences dans le monde. Mais qui décide? Si la machine décide à un moment donné? Non. Alors, pour les algorithmes ne devrait pas ou ne pourrait pas, à mon sens, en tout cas en l'état actuel des choses, remplacer les juridictions parce que les utiliser en tant qu'outil de recherche, pourquoi pas, et puis il y a déjà une jurisprudence là-dessus, mais on ne peut pas nécessairement parler d'une substitution des juges par les intelligences artificielles parce qu'effectivement, connaître le droit, connaître des courants jurisprudentiels ne suffit pas pour rendre une décision individualisée, parce que ça implique effectivement une connaissance des faits et un jugement éthique, in fine. Dans votre recherche, est-ce que vous avez un jour rencontré un exemple concret où l'intelligence artificielle avait causé un problème, où le droit n'a pas su répondre correctement? Oui, justement, cet arrêt que j'ai évoqué tout à l'heure sur l'ouverture de la boîte noire qui aurait pris 8 ans et demi. Et en l'occurrence, c'est un arrêt qui est assez connu, c'est un arrêt new-yorkais, New Jersey, précisément. Une personne avait été accusée grâce à une intelligence artificielle ou à l'aide avec l'intelligence artificielle. Accusée de meurtre? De meurtre, oui. Et puis, effectivement, on l'a arrêté, on l'a traduit devant un tribunal. Et puis, la première chose que l'accusé avait dit, c'était non, l'algorithme avait commis une erreur. Il avait raison. Là, on ne sait pas, c'est justement ça. Et donc là, on a fait appel à un expert externe, et c'est cet expert-là qui a dit, mais non, ça prendra des années pour décortiquer, pour déchiffrer le raisonnement qui avait été suivi, pour désigner cette personne en tant que... Alors bon, c'est comme dans une série américaine, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été acquitté ou il est en prison? Il est en prison, hélas. Mais c'est ça qui était surtout intéressant pour moi, parce qu'effectivement, dans ce cas-là, j'ai essayé d'étudier les stratégies probatoires qui étaient employées par les juridictions dans ce cas-là. Lorsqu'il y a un type d'explication qui est souhaitable, mais qui n'est pas accessible, alors les juges, généralement, vont un peu improviser et puis ils vont chercher d'autres types de preuves. Alors, on constate aujourd'hui, évidemment, qu'on subit la discrimination un peu sans le savoir. Comme d'autres choses. C'est un peu, comme disait la Boétie, la servitude volontaire. On se soumet à l'intelligence artificielle, non? Oui, tout à fait. Mais c'est ça qui Comment vous réagissez comme chercheur au cœur de cela? C'est pour ça que la transparence est au cœur de ma recherche, effectivement. Parce que l'opacité... C'est pas une illusion, ça? Non, la transparence des algorithmes? Non, mais la transparence peut avoir plusieurs sens, et a d'ailleurs plusieurs sens, mais ce que je veux dire, c'est que l'idée essentielle, c'est que toutes ces nouvelles technologies qui sont de plus en plus normalisées, en fait, penser aux intelligences artificielles, mais aussi penser aux plateformes en ligne comme Meta, comme X, qui utilisent des algorithmes, qui les utilisent dans la récolte de données, etc. Le danger, c'est ce qu'un philosophe avait appelé l'opacité morale, c'est-à-dire vous accédez à différents services grâce à ces nouvelles technologies, mais vous ne savez pas si et dans quelle mesure vous êtes peut-être manipulé par ces technologies, comment est-ce que
comment est-ce que vos données sont récoltées, est-ce que vous êtes clair, est-ce qu'il est clair pour vous de comment vos données sont récoltées, ce qui est fait ensuite avec ces données, etc., etc. Donc il y a des zones grises et il y a beaucoup d'inconnus en fait dans nos interactions avec ces systèmes et ces nouvelles technologies. D'où l'importance de la transparence. Si vous aviez un message pour tous ceux et celles qui nous écoutent et qui vivent dans ce bain de l'intelligence artificielle et un bain qui va devenir de plus en plus quotidien, ce serait quoi, votre message? De s'éduquer. De s'éduquer. De s'éduquer, oui. Il n'y a pas grand-chose pour le moment. Hein? Oui, de s'éduquer, ou en tout cas de développer ne serait-ce qu'une intuition et une culture générale sur le fonctionnement de ces nouvelles technologies, mais aussi de s'éduquer sur les droits, en fait, qu'on a. Et de plus en plus, il y a une législation qui commence à émerger sur le plan national, mais aussi sur le plan européen, où il y a de nouveaux droits qui sont reconnus, typiquement dans le règlement européen sur l'intelligence artificielle, il y a le droit à l'explication. Et donc, il faudrait que les gens, comme le savent et l'utilisent. Moi, le savent et l'utilisent, oui, bien sûr, bien sûr. Donc, il y a des protections juridictionnelles, des protections juridiques qui sont mises en place, et il faudrait que les gens soient au courant qu'elles existent, en fait. Merci d'avoir été mon invité. Vous pouvez retrouver toutes ces interviews, toutes ces capsules sur les sites de la Libre, de l'ADH et de Vers l'avenir.